Lors de la réception de mon mariage, j'ai vu ma belle-mère glisser quelque chose dans mon verre. J'ai échangé nos verres et lorsqu'elle a porté le toast, j'ai souri. C'est à ce moment-là que le véritable drame du mariage a commencé. À ma réception de mariage, j'ajustais mon voile dans le reflet d'une crédence en cuivre que j'avais passé 3 mois à restaurer à la main. Le métal était poli jusqu'à obtenir un fini miroir, ce qui est la seule raison pour laquelle je l'ai vu. Ma belle-mère, Eleanor, se tenait juste derrière moi. Elle n'a pas vu mes yeux dans le cuivre. Elle a seulement vu mon verre posé sur le bar. Je l'ai regardé sortir une petite fiole en verre de sa pochette, verser 3 gouttes claires dans mon champagne. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas crié. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour saluer la femme d'un sénateur. Puis, avec les mains stables d'un chirurgien, j'ai simplement tendu le bras et échangé nos verres. Son poison était maintenant dans sa main, et le véritable drame du mariage était sur le point de commencer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais beaucoup savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des mariés seraient en train d'hyperventiler dans les toilettes après avoir vu leur nouvelle belle-mère essayer de les droguer. Mais je suis architecte de restauration. Je m'occupe de fondations qui s'effritent et de défaillances structurelles pour gagner ma vie. La panique est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la peur. C'était une charge statique. C'est le terme d'ingénierie pour le poids immense et silencieux qu'une poutre supporte juste avant de décider si elle va soutenir le toit ou se briser en deux. Je suis retourné à la table d'honneur, mes talons martelant un rythme régulier sur le parquet. J'ai vérifié mon pouls. 80 battements par minute, élevé mais contrôlé. J'ai lissé la soie de ma robe et me suis assise à côté d'Ethan, l'homme qui sauvait la vie d'enfants en tant que chirurgien pédiatrique, mais qui ne pouvait pas voir que sa propre mère était un agent pathogène. Il a serré ma main sous la table, son pouce effleurant ma bague. Il m'a regardé avec tant d'amour que cela en était presque douloureux. Il a murmuré que j'étais magnifique. Il n'avait aucune idée que, à 10 pieds de là, sa mère sirotait actuellement le champagne qu'elle destinait à ma destruction. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Eleanor était maintenant assise. Elle tenait salon avec mes parents, riant de quelque chose que mon père avait dit, jouant parfaitement le rôle de la matriarche bienveillante. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient froids, des choses mortes enterrées sous des couches de mascara coûteux. Elle a levé son verre, mon verre, dans un toast silencieux à mon intention. Un petit sourire en coin qui disait « Échec et mat, ma chérie ». Elle pensait être l'architecte de ce moment. Elle pensait que je n'étais qu'une fille chanceuse qui était tombée sur sa dynastie, un problème à résoudre avec un chéquier ou une fiole de produits chimiques. J'ai pris mon verre d'eau. Ma main n'a pas tremblé. J'ai bu une gorgée lente et délibérée. L'eau était froide. Elle avait le goût de la clarté. J'ai regardé Eleanor prendre une autre gorgée de champagne. Elle était si confiante dans sa cruauté. Elle avait passé les 2 dernières années à essayer de me démolir, me traitant comme une squatteuse dans la vie de son fils. Elle qualifiait mon travail de sale. Elle m'a offert une somme à 6 chiffres pour que je disparaisse. Mais elle a oublié une chose à propos des architectes de restauration. Nous savons exactement où se trouvent les points faibles. Et nous savons exactement quand une structure est sur le point de s'effondrer. J'ai reposé mon verre. Je lui ai souri en retour et j'ai attendu. Pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas arrêté, pourquoi je n'ai pas attrapé son poignet en hurlant pour appeler la police sur le champ, il faut comprendre l'architecture de notre guerre. Ce n'était pas un crime passionnel soudain. C'était la phase de démolition d'un projet qu'Eleanor gérait depuis 2 ans. Dès l'instant où Ethan nous a présenté, j'étais une violation de zonage dans son monde parfaitement organisé. Les sterling sont ce que les gens appellent de l'ancienne fortune, ce qui signifie généralement que leur argent est poussiéreux et qu'ils sont terrifiés par quiconque travaille réellement pour gagner sa vie. J'ai rencontré Eleanor lors de l'inspection du domaine. Je portais des bottes de travail et un casque de chantier couvert de poussière de cloisons sèches. Elle a regardé mes mains comme si elles étaient contagieuses. Elle a demandé à Ethan, juste devant moi, s'il engageait de l'aide pour des rénovations. Quand il lui a dit que j'étais sa petite amie, elle n'a pas souri. Elle a juste dit « Oh ». Les insultes n'étaient jamais bruyantes. Elles étaient structurelles. De petites fissures dans les fondations conçues pour me faire m'effondrer. Elle oubliait de m'inviter au dîner de famille. Elle me présentait à leurs amis comme la petite chef de projet d'Ethan, ignorant ma maîtrise et ma licence.
Mais la véritable défaillance structurelle s'est produite il y a 6 mois. J'étais assise dans sa bibliothèque. Elle a fait glisser une enveloppe couleur crème sur le bureau en acajou. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 100 000 $. Elle m'a dit que c'était une indemnité de départ. Elle a dit, vous êtes une fille charmante, Olivia, mais soyons réalistes. Vous êtes de l'argent neuf. Vous construisez des choses. Nous possédons des choses. Vous ne serez jamais à l'aise à cette table, et j'essaie simplement de vous épargner l'embarras d'essayer. J'ai regardé le chèque. C'était plus d'argent que mes parents ne gagnaient en 2 ans. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne le lui ai pas jeté au visage. Je l'ai simplement repoussé sur le bureau et j'ai dit, je pense que vous sous-estimez le coût du travail, Eleanor. Je ne suis pas à vendre. C'est à ce moment-là que ses yeux ont changé. C'est là que j'ai cessé d'être une nuisance pour devenir une menace, et les menaces doivent être neutralisées. En psychologie, il existe un concept appelé l'explosion d'extinction. Je l'ai appris en étudiant comment le stress affecte les matériaux de construction, mais il s'applique parfaitement aux narcissiques. Lorsqu'un jeune enfant se rend compte que crier ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il veut, il ne se calme pas. Il crie plus fort. Il s'agite. Il casse des choses. Il intensifie son comportement jusqu'à un pic frénétique juste avant de finalement abandonner. C'est la dernière explosion désespérée d'énergie pour forcer le monde à revenir sous son contrôle. La semaine avant le mariage a été l'explosion d'extinction d'Eleanor. Elle a réalisé que les pots de vin n'avaient pas fonctionné. Les insultes n'avaient pas fonctionné. Le mariage allait avoir lieu, alors elle a opté pour la politique de la terre brûlée. Le mardi, elle a appelé notre fleuriste et a tenté d'annuler la commande, prétendant que la mariée était décédée dans un accident de voiture. Le fleuriste, Dieu merci, m'a appelé en premier. Le jeudi, je l'ai trouvée dans la suite nuptiale en train d'inspecter mon voile. Quand elle est partie, il y avait une déchirure nette dans la dentelle. Elle a prétendu qu'elle s'était accrochée à sa bague, mais je connais la résistance à la traction de la dentelle française. Il faut vouloir la déchirer. J'ai réparé le voile avec du fil d'or, une technique que j'utilise en restauration. Je ne l'ai pas dit à Ethan. Je savais que si je le lui disais, elle déformerait la vérité. Elle le manipulerait, me traiterait de paranoïaque, dirait que j'étais stressé et que j'imaginais des choses. Elle comptait sur le fait que son comportement était si insensé que personne de rationnel ne le croirait. Alors, quand j'ai vu la fiole à la réception, tout s'est mis en place. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas juste de la haine. C'était la détonation finale de son explosion d'extinction. Elle ne pouvait pas arrêter le mariage, alors elle a décidé d'en ruiner le souvenir. Elle voulait que je sois malade. Elle voulait que je sois humilié. Elle voulait prouver à chaque invité de la haute société dans cette salle que j'étais faible, désordonné et indigne du nom d'Esterling. Elle voulait un désastre. J'ai juste décidé de la laisser en être la victime. Le problème avec la défaillance structurelle, c'est qu'elle est rarement instantanée. Avant qu'un bâtiment ne s'effondre, il gémit. Les rivets sautent. Le bois se fend. Il faut juste être assez silencieux pour l'entendre. La salle de réception était bruyante sous les applaudissements alors qu'Ethan terminait son discours. Il était charmant, plein d'autodérision, parfait. Il s'est assis et m'a embrassé sur la joue, murmurant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Puis le silence s'est fait dans la salle. Le tintement d'une cuillère contre le cristal a résonné comme une sonnette d'alarme. Eleanor s'est levée. Elle avait l'air majestueuse dans sa robe argentée. Elle tenait la flûte de champagne, celle au bord doré, celle qu'elle avait souillée, haut dans les airs. La salle attendait. Elle a souri aux invités, puis a tourné son regard vers moi. C'était le sourire d'un prédateur. Le mariage, commença-t-elle, sa voix projetée avec cette cadence travaillée d'école de bonne manière, c'est une question de partenariat. C'est savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Quelques-unes de ses amies à la table 4 ont ricané. Et plus important encore, c'est une question de confiance, savoir que la personne assise à côté de vous a vos meilleurs intérêts à cœur. Elle m'a regardé droit dans les yeux en prononçant le mot « confiance ». Je n'ai pas scié. J'ai levé mon verre d'eau. Eleanor a levé le calice empoisonné. Au couple heureux, a-t-elle dit. Elle a penché le verre en arrière. J'ai regardé le liquide doré disparaître. Je l'ai regardé avaler. Une gorgée. 2. Elle l'a vidé.
Pendant un instant, rien ne s'est passé. Elle s'est assise, l'air triomphant. Elle s'est tournée vers mon père et a commencé à parler de son handicap de golf. 1 minute a passé. Puis 2. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains jointes sur mes genoux, comptant les secondes comme un métronome. À 2 minutes et 40 secondes, les gémissements ont commencé. Eleanor a cessé de parler en pleine phrase. Elle a cligné rapidement des yeux, sa main se portant à sa gorge. Son visage, habituellement un masque de fond de teint épais et de sang-froid, a pris une teinte grise violente. Elle a essayé de se lever, peut-être pour s'excuser et aller aux toilettes, mais la gravité en a décidé autrement. Ses genoux ont fléchi. Elle s'est agrippée à la nappe pour se stabiliser, entraînant avec elle un centre de table de lisse coûteux. Puis l'émétique a fait exactement ce que la chimie dictait qu'il devait faire. Ce ne fut pas un évanouissement poli. Ce fut violent. Eleanor a poussé un son guttural et Lecky a réduit au silence le quatuor à cordes. Elle a vomi directement sur la table d'honneur, sur le chemin de table en soie, la porcelaine et le bas de sa robe sur mesure. L'odeur nous a frappés instantanément. La femme qui avait passé 60 ans à cultiver une image de perfection intouchable était maintenant en train de se vider sur le sol devant 200 membres de l'élite de la ville. « Maman » a crié Ethan, se levant d'un bond. « Maman !» Elle a levé les yeux vers lui, le regard vide et flou, cherchant son souffle. « Je ne » a-t-elle balbutié. « Je ne me sens pas. » Elle s'est effondrée sur le côté dans le désordre qu'elle avait créé. La salle a sombré dans le chaos, mais je suis resté assise une seconde de plus, observant la ruine. C'était laid. C'était tragique. Et c'était exactement ce qu'elle avait commandé pour moi. En cas de crise, la plupart des gens paniquent. Alors que les invités criaient et s'attroupaient, je me suis levé et j'ai pris les choses en main. J'ai dit au DJ de couper la musique. J'ai demandé au coordinateur de dégager un passage pour les ambulanciers. Ethan était à terre avec elle, vérifiant ses signes vitaux, sa formation de chirurgien prenant le dessus. Il criait des ordres. Pouls filant. Voie respiratoire dégagée. Pupilles dilatées. Les ambulanciers sont arrivés en 4 minutes. Ils ont chargé Eleanor sur le brancard. Elle était à peine consciente, gémissant quelque chose d'incohérent. Alors qu'il la soulevait, sa pochette perlée, qui reposait sur ses genoux, a glissé et est tombée par terre. Le fermoir s'est ouvert. Le contenu s'est répandu sur le parquet, un rouge à lèvres, un poudrier et une petite fiole en verre vide. Ethan l'a vu. Il s'est figé. Mais ce n'était pas la preuve irréfutable. À côté de la fiole se trouvait un morceau de papier cartonné de couleur crème, plié en carré. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. C'était l'écriture d'Eleanor. Une écriture élégante et bouclée. Je me suis approché d'Ethan. Il fixait la fiole, le visage pâle. « Ethan » ai-je dit. Ma voix était basse, perçant le bruit. « Lisa ». Il m'a regardé, confus, puis a pris le papier. J'ai regardé ses yeux parcourir les mots. « Mesdames et messieurs, je dois m'excuser pour cette interruption. Ma nouvelle belle-fille lutte depuis des années contre des démons personnels. Nous espérions que le stress du mariage ne déclencherait pas une rechute, mais il semble que l'alcool ait été de trop. Veuillez excuser le désordre. Nous lui apporterons l'aide dont elle a besoin. » C'était un discours. Un discours qu'elle avait écrit avant la réception. Elle n'avait pas seulement prévu de me rendre malade. Elle avait planifié le récit de ma destruction. Elle allait faire passer mon empoisonnement pour une crise de boulimie alcoolique. Elle allait prendre le micro pendant que je vomissais et détruire ma réputation pour toujours. J'ai vu le changement se produire sur le visage d'Ethan. Il est rare de voir un homme devenir orphelin alors que sa mère est encore en vie. L'inquiétude a disparu. La panique a disparu. Ses yeux sont devenus froids. Il a regardé la note, puis la fiole, puis la femme sur le brancard. Il a finalement vu l'architecture du piège. Il a réalisé que le monstre n'était pas sous le lit. C'était elle qui l'avait bordé. Il a plié la note et l'a mise dans sa poche. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé l'ambulancier. Elle n'a pas eu d'accident vasculaire cérébral, a dit Ethan. Sa voix ressemblait à du métal qui grince. Elle a ingéré un émétique et un sédatif. Vérifiez son sac pour la fiole et appelez la police. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mauvaises décisions.
Eleanor a été stabilisée dans une chambre privée. Les drogues ont été éliminées de son système, mais la toxicité légale ne faisait que commencer. La police attendait dans le couloir. L'officier Cardona, un homme qui semblait avoir vu assez de drames familiaux pour Divy, prenait ma déposition. Je n'avais pas besoin d'être émotive. J'avais juste besoin d'être efficace. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone. Pendant que les ambulanciers chargeaient Eleanor, j'avais envoyé un SMS au responsable du lieu. Comme j'avais restauré le domaine Sterling, je savais exactement où se trouvaient les angles morts, et je savais exactement où la caméra de sécurité 4K derrière le bar était orientée. J'avais l'enregistrement dans ma boîte de réception avant que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. J'ai montré la vidéo à l'officier. Horodatage 14h47. Eleanor regarde autour d'elle. Elle sort la fiole. Elle verse le poison. C'était la preuve en haute définition d'un crime. Ethan est sorti de la chambre d'Eleanor. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que le matin même. Il est passé devant moi, devant son père, qui était assis la tête dans les mains, et est allé directement voir l'officier. « Ma mère est réveillée », a dit Ethan. Sa voix était clinique, détachée. Elle veut faire une déclaration. A-t-elle avoué, a demandé l'officier. Ethan a ri, un son sec et sans humour. Non, elle m'a dit qu'elle l'avait fait pour me sauver. Elle a dit qu'Olivia était une croqueuse de diamants qui ruinait la lignée des Sterling. Elle a dit que je la remercierais un jour. J'ai observé Ethan. C'était le moment décisif. Le cordon allait soit se rompre, soit nous étrangler. Eleanor avait joué sa dernière carte. La défense de la mère qui sait mieux que quiconque. Elle comptait sur 30 ans de culpabilité et d'obligation pour le convaincre d'abandonner les charges. Ethan a sorti de la poche de son smoking le papier cartonné de couleur crème. Le discours d'excuses préécrit. La preuve de la préméditation, a dit Ethan en tendant le papier à l'officier. Ma mère n'a pas seulement essayé d'agresser ma femme. Elle a planifié un assassinat de réputation. Elle a écrit ceci avant le début de la réception. Cela prouve l'intention. Ethan, ne fais pas ça, a murmuré son père depuis sa chaise. C'est ta mère. Ethan s'est tourné vers son père. Non, a-t-il dit. C'est une criminelle, et si tu paies son avocat, tu es un complice. Il s'est retourné vers l'officier. Je porte plainte, et je demande une ordonnance restrictive immédiate pour moi-même et ma femme. Je l'ai regardé signer la déposition. C'était la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il ne m'a pas seulement choisi. Il a amputé le membre qui nous tuait. Il l'a coupé avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. Il n'y a pas eu de larmes, juste le son d'un stylo sur du papier, finalisant le divorce entre un fils et son origine toxique. 12 mois se sont écoulés depuis le mariage. Eleanor purge actuellement une peine de 24 mois pour agression aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Son avocat a tenté de plaider la capacité diminuée, mais la note préécrite a détruit cette défense. On ne peut pas prétendre à une folie temporaire quand on a rédigé un communiqué de presse à ce sujet 3 jours à l'avance. Ethan et moi n'avons pas emménagé dans le domaine. Nous avons acheté une maison à rénover de l'autre côté de la ville. Elle a de bonnes bases, mais elle a besoin de travaux, tout comme nous. Je suis assise à notre table de cuisine en train de travailler sur un bol que j'ai cassé la semaine dernière. C'est une technique japonaise appelée kintsugi. On ne cache pas les fissures. On les remplit avec une laque mélangée à de la poudre d'or. La philosophie est que la pièce est plus belle pour avoir été brisée. La force se trouve dans la cassure. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'un mariage parfait signifiait l'absence de conflit. Je pensais que cela signifiait des surfaces lisses et des jours faciles. Mais Eleanor m'a appris quelque chose de précieux. Elle a essayé de nous briser. Elle a essayé de trouver les points de tension et de les marteler jusqu'à ce que nous nous effondrions. Mais elle a mal calculé les matériaux. Lorsque nous étions assis dans cette salle d'attente d'hôpital, regardant la police l'emmener menotter, Ethan et moi ne nous sommes pas effondrés. Nous avons fusionné. Le traumatisme n'a pas laissé de cicatrice. Il a laissé une soudure d'or. Nous nous faisons confiance avec une profondeur que la plupart des couples n'atteignent jamais parce qu'ils ne sont jamais mis à l'épreuve. Je sais avec une certitude absolue qu'il me choisira. Et il sait que je verrai les menaces auxquelles il est aveugle. Je termine le bol. Les lignes dorées captent le soleil de l'après-midi, brillant plus que la céramique originale ne l'a jamais fait.
Il est imparfait. Il est déchiqueté et il est incassable. Si vous pensez que les membres toxiques de la famille ne méritent pas une place à votre table, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus mesquine qu'un parent ait jamais faite à un mariage auquel vous avez assisté.